L'inconscient permet-il autant que la conscience de définir l'homme? Thèse. Inconscient et conscience définissent l'essence de la pensée. L'animal est inconscient, l'homme a un inconscient. Antithèse. Ce qui définit l'homme est qu'il a une conscience. C'est encore la conscience qui lui permet de connaître l'inconscient. Thèse. L'inconscient permet autant que la conscience de définir l'homme. En effet, c'est parce qu'il a une conscience que l'homme a aussi un inconscient. Si l'animalité peut se définir par l'absence de conscience, l'homme se définit par le fait que sa conscience est en grande partie déterminée par l'inconscient. Premier argument, pour définir l'homme, il faut nécessairement se référer à l'inconscient. Sans revenir sur cette idée, fondement même du cartésianisme, je sais en conscience que je pense, donc je sais que j'existe, l'on est toutefois bien forcé d'admettre que l'existence de la conscience implique nécessairement celle de l'inconscient, lequel, comme l'a montré Freud, détermine la plus grande partie de notre vie psychique. Deuxième argument, l'animal n'a pas d'inconscient. Ce serait commettre une grave erreur que de confondre le fait d'être inconscient et celui d'avoir un inconscient. Il n'y a pas chez l'animal de dualité. Il est entièrement inconscient, tandis que l'homme, précisément, se définit comme l'être de la dualité. Il a pleine conscience de son existence et a aussi pleine conscience que l'origine de la volonté, de ses désirs, de ses pensées lui échappe. Troisième argument, on doit tenir compte des découvertes freudiennes. Schopenhauer et Nietzsche ont dénoncé cette illusion qui consiste à penser que la conscience est l'essence de l'homme. Les travaux de Freud ont permis d'établir que c'est l'étude de l'inconscient qui rend compte de l'essence même de la vie psychique, permet de comprendre en quoi le moi conscient n'est pas maître dans sa propre demeure. En bref, c'est parce que l'homme est conscient qu'il possède un inconscient. C'est cette double réalité, cette double spécificité qui le distingue radicalement de l'animal et fait de lui un être désirant. Antithèse, l'inconscient ne permet pas, autant que la conscience, de définir l'homme. En effet, tout se ramène à la conscience, y compris l'existence de l'inconscient. Ce qui définit l'homme n'est pas ce qui lui échappe, ce qui ne dépend pas de sa volonté consciente, mais ce qu'il sait et librement décide. Premier argument, la réflexion est le propre de l'homme. La force de Descartes est d'avoir défini l'entendement, non comme pouvoir de connaître, mais comme pouvoir de se connaître lui-même. Ainsi, l'homme est d'abord et avant tout un sujet pensant, qui réfléchit à la manière dont il pense afin de se donner une méthode lui permettant d'avancer dans l'ordre de la connaissance en étant sûr de ne pas se tromper. Deuxième argument, seules nos idées conscientes nous appartiennent. Un homme qui ne perçoit point n'est pas livré à ses propres idées. Bien plutôt, il n'a plus d'idées, il dort, écrit Alain dans ses propos. Or, ce qui caractérise l'homme, c'est d'être à la différence de l'animal, capable de librement déterminer son existence. Que l'inconscient existe est une chose, mais ce n'est certainement pas lui qui fait de l'homme un être libre et raisonnable. Troisième argument, la conscience demeure souveraine. C'est bien parce que Freud était doué d'une extraordinaire conscience analytique qu'il a pu dévoiler certains mystères de la vie psychique inconsciente. Comme le dit Husserl, la conscience est toujours conscience de quelque chose. On n'en sort jamais, sinon lorsque l'on dort ou que l'on est mort. En bref, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, on en revient toujours à la conscience. C'est encore elle qui reconnaît qu'elle ignore pourquoi elle agit de telle manière. Synthèse. Il est bien difficile de penser que l'inconscient, autant que la conscience, puisse définir l'homme. En effet, c'est parce que l'homme est conscient de lui-même qu'il sait que sa pensée lui échappe en grande partie. Lorsqu'il dort profondément, qu'il rêve, il ne sait plus rien du tout. Or, n'est-il pas paradoxal de définir l'homme comme étant celui qui ne sait plus rien du tout, alors que, précisément, il est celui qui sait avec certitude qu'il pense qu'il est mortel et qu'il est autre chose qu'une pierre ou un animal? D'un autre côté, il n'est pas suffisant de dire, à l'instar de Descartes, que toute l'essence de l'homme se ramène au cogito, c'est-à-dire à cette première et fondamentale certitude. Puisque je sais que je pense, et tant que je sais que je pense, j'ai la certitude d'exister. En effet, Descartes lui-même serait bien incapable d'expliquer les complexes et insaisissables processus inconscients qui l'ont conduit à écrire le discours de la méthode. Note et commentaire. Cogito, verbe latin employé à la première personne du singulier et qui signifie je pense. Réflexion. De même qu'un miroir renvoie à sa source un rayon lumineux, la réflexion renvoie la pensée à elle-même. Citation. Nous assimilons donc le système de l'inconscient à une grande antichambre, dans laquelle les tendances psychiques se pressent, tels des êtres vivants. À cette antichambre est attenante une autre pièce, plus étroite, une sorte de salon, dans lequel séjourne la conscience.
Mais à l'entrée de l'antichambre, dans le salon, veille un gardien qui inspecte chaque tendance psychique. Lui impose la censure et l'empêche d'entrer dans le salon si elle lui déplaît. Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse.